Bon, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous pour ce dernier webinaire de notre saison académique que propose le réseau de recherche qualité de vie au travail Voyons. en santé. Et nous avons pour clore cette série-là de 6 webinaires, nous avons la grande chance d'accueillir Alain Marchand avec nous. Qui va nous proposer quelque chose autour de ces années de travaux de recherche. J'ai été regarder le CV de Alain et sa fiche de présentation, et j'ai bien compris que ça fait plusieurs années qu'il s'intéresse à la question de la santé mentale, des facteurs de stress des stratégies d'adaptation ou des stratégies de prévention, de, plutôt de la mauvaise santé mentale, et d'essayer de trouver aussi les interventions les plus efficaces en milieu de travail, pour apporter sa pierre à l'édifice à ce sujet qui nous tient vraiment tous à cœur. Voilà, et j'ai vu d'ailleurs que tu travaillais, quels que soient les milieux de travail. J'ai vu que tu travaillais pas mal sur la protection de l'enfance, sur le secteur de la santé, mais aussi à l'école. Voilà, différents projets de recherche, le milieu agricole aussi, j'ai vu ça. Oui. Et puis sur des populations différentes, des cadres, des ouvriers, des médecins, des infirmiers et que sais-je encore. Donc, je pense qu'on est très heureux de t'accueillir cet après-midi, de te donner la parole, euh, parce qu'on va pouvoir bénéficier voilà, un peu de ton expérience, de ta connaissance, et ça va permettre, j'espère, d'engager aussi un dialogue à l'issue de ta présentation avec l'ensemble des collègues qui sont là, membres actifs du réseau ou des aussi sympathisants, les professionnels aussi du secteur, voilà, parce qu'on tient tous beaucoup à ce qu'il y ait un dialogue entre la science et la pratique. Et justement, c'est bien pour ça que on a organisé ces webinaires de manière ouverte. Alors, je vais te laisser te présenter, Alain. C'est peut-être le plus simple. Bon, voilà, évidemment, tu es professeur titulaire. Je sais que tu as fait de la sociologie au départ, voilà, et que tu t'es intéressé à la santé mentale au travail, mais avec toutes tes fonctions, j'aurais peur d'en louper une ou d'en écorcher une. Je préfère que tu te présentes. Voilà. Pour les participants, merci de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Voilà. En général, on est quand même dans un comité relativement restreint. Donc, si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez le faire par le chat et je regarde et je renvoie les questions à Alain. Et puis, il y aura un temps prévu à la fin de son exposé, au bout de 3/4 d'heure, 60 minutes, on va dire, pour cela, pour échanger. Donc, vous pouvez réserver aussi vos questions pour ce moment-là. Et puis, même à la fin, on vous autorisera à ouvrir votre micro pour poser votre question directement et pour échanger. Voilà à peu près, j'espère que j'ai tout dit. Le webinaire est enregistré et il sera ensuite déposé sur notre chaîne YouTube du R2QVT en santé. Voilà, bon webinaire à toutes et tous, et puis je vais suivre attentivement moi aussi, et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mathieu, hein. C'est un grand plaisir pour moi ce matin, mais pour vous cet après-midi, de venir vous parler de santé mentale en milieu de travail, en particulier les éléments portant sur l'identification des facteurs de risque et comment on peut intervenir sur ces questions de santé mentale au travail. Alors moi, comme disait Mathieu, je suis un sociologue de formation. Je suis maintenant directeur scientifique à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail ici à Montréal. Je suis également professeur titulaire à l'École de relations industrielles. Les relations industrielles, là, c'est quelque chose peut-être un peu différent pour vous. Là, vous n'avez pas d'école. Alors, c'est vraiment une école qui se concentre là, sur les questions du travail, les politiques sociales en matière de travail, les relations de travail. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on va travailler à l'école. Et je dirige aussi un observatoire sur la santé et le mieux-être au travail à l'Université de Montréal. Donc, en gros, 80 de mon temps était à l'IRSST
comme directeur scientifique et un 20 porte plus particulièrement là, sur mes travaux de recherche à l'Université de Montréal. Donc, un grand plaisir aujourd'hui de venir vous parler de santé mentale en milieu de travail. Essentiellement, trois grands éléments que j'aimerais aborder avec vous dans le cadre du webinaire. Toute la question de la santé mentale, mais également de la réaction physiologique. Là, souvent, en sciences sociales, on a peut-être un peu de difficulté à patauger dans les éléments qui vont porter plus sur les questions de biologie ou de physiologie humaine. Je vais en dire quelques mots parce que vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Par la suite, je vais aborder la question des facteurs du travail, hors travail et individuel qui sont associés aux différents problèmes de santé mentale. Puis je vais terminer tout ça sur les pratiques de gestion qui sont associées à des taux plus faibles de réclamation pour des problèmes de santé mentale. Donc, cet élément-là va porter davantage sur les questions de comment intervenir en milieu de travail. Alors, évidemment, la question de la santé mentale, c'est quand même un élément assez important. Quand on regarde un peu la littérature, ce sur quoi les travaux se sont dirigés là, depuis les 20 dernières années, essentiellement trois grands problèmes qu'on va retrouver, les problèmes de détresse psychologique, problèmes de dépression, problèmes d'épuisement professionnel. Quand on parle de détresse psychologique, on n'est pas devant un problème de santé mentale comme tel. C'est un ensemble de symptômes dépressifs, un peu d'anxiété, ça peut être de l'irritabilité. C'est pas un problème cognitif. C'est pas quelque chose qui est spécifique à une pathologie particulière, mais on travaille avec la détresse psychologique un peu comme on utilise un thermomètre pour prendre l'état de la santé psychologique ou psychique de la personne, là. Donc, ça nous donne une indication qu'il y a quelque chose qui va bien ou qui va mal. On n'est pas capable de l'attribuer à un problème en particulier, mais on sait qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé chez la personne. Donc, pour nous, c'est une façon de prendre la température ou l'état de la santé psychique ou psychologique de la personne au moment où on travaille avec elle. Dépression, bien là, évidemment, on est devant quelque chose qui est reconnu médicalement, donc une définition, entre autres, qu'on va retrouver dans le DSM. On va parler de troubles cyclotimiques ou bipolaires. La dépression peut évidemment être mineure ou majeure, dépendamment de l'ampleur des symptômes ressentis par la personne. Et dernier élément qu'on va retrouver aussi très fréquemment étudié, c'est toute la question de l'épuisement professionnel. Nous, au Québec, on aime bien parler d'épuisement professionnel. Je sais que de l'autre côté de l'Atlantique, vous aimez bien utiliser burn-out. Alors, on est quand même dans les mêmes eaux. Là, on parle de la même chose. Là. Il n'y a pas de différence. Donc, nous, pour des raisons, je dirais, culturelles, on utilise cette expression d'épuisement professionnel avec ces trois grandes composantes que vous connaissez bien, là, l'épuisement émotionnel, des questions de cynisme et d'efficacité professionnelle. Donc, quand on regarde un peu ces trois grands symptômes de santé mentale qu'on peut évaluer chez les gens, chez les personnes au travail, vous allez vous apercevoir que c'est à peu près la connaissance qu'on a acquise au cours des dernières années sur les questions de santé mentale. Évidemment, il y a des trucs qui vont porter sur les questions d'anxiété, si on peut retrouver ça, mais disons que les trois grands problèmes, c'est vraiment dépression, détresse psychologique et épuisement professionnel. Alors, si on essaie de mettre en relation ces trois grands problèmes, on peut voir qu'il y a une organisation potentielle là, qui peut se faire entre ces trois symptômes. Donc, on commence un peu à développer de la détresse. La détresse s'installe tranquillement chez la personne et si rien n'est fait pour tenter de soulager cette détresse ressentie, alors il y a deux possibilités, hein. Une possibilité, c'est que cette détresse-là s'accentue et se transfert en symptômes d'épuisement professionnel ou de burn-out, ou également peut se transférer en symptômes de dépression. Également, l'épuisement professionnel ou le burn-out, si on laisse les symptômes s'accentuer chez la personne, bien, on peut voir que plus on prend de temps à réagir, plus on va prendre de temps à traiter la personne, bien, l'épuisement peut se transformer en symptômes de dépression et donc mener par la suite à des problèmes beaucoup plus graves pour la santé de l'individu. Donc, il y a une organisation là, qui peut se faire entre ces trois symptômes. La détresse étant vraiment un indicateur de départ pour évaluer s'il y a quelque chose qui semble pas très bien aller au niveau des employés d'une organisation. Je vais vous dire maintenant quelques mots un peu sur l'ampleur de ces problèmes de santé mentale, détresse, dépression, épuisement professionnel. De façon générale, là, on s'entend pour dire qu'environ 15 à 20 des personnes qui travaillent vont rapporter à un moment quelconque là, des symptômes de santé mentale.
Et bien évidemment, ces symptômes-là se sont accrus là, pendant la période pandémique, là, en particulier avec toute la problématique entourant la COVID-19. Alors, je vais vous présenter, pour mettre un peu quelques chiffres supplémentaires là-dessus, je vais vous présenter les résultats qu'on mène d'une étude longitudinale qu'on mène actuellement à l'Université de Montréal, à l'Observatoire sur la santé et mieux-être au travail. L'ELOSMET, c'est l'étude longitudinale de l'Observatoire sur la santé et mieux-être au travail. Grande étude longitudinale qu'on a commencée en 2019. On est rendu, on vient de terminer actuellement le cycle 4. Donc, actuellement, ce que vous avez devant vous, c'est les 3 premiers cycles de l'enquête qui a été complétée, donc qui couvre une période de 2019 jusqu'à 2023. Il y a 92 milieux de travail là, qui ont participé à cette enquête-là. Et là, vous pouvez voir les tailles d'échantillons pour chacun des cycles d'enquête. 3025 personnes au cycle 1, période de 2019-2021, 3496 cycle 2, 2946 au cycle 3. On voit bien là, qu'il y a un petit peu d'attrition au fil de temps. Au fil du temps, c'est quelque chose d'inévitable lorsqu'on fait des études longitudinales. C'est une enquête qui se fait par questionnaire. C'est une enquête web, mais malgré tout, les taux de réponse sont excellents dans l'Elosmet. Vous pouvez voir au cycle 1, on est en gros à 45 de taux de réponse, 50 au cycle 2. Et à partir du cycle 3, ben là, il y a un épuisement qui s'installe. Je ne sais pas chez vous comment c'était, mais disons que la période pandémique là, a suscité un ensemble de sollicitations par questionnaire auprès des employés. Plusieurs enquêtes ont été menées simultanément. Ici, moi, j'ai entre autres un milieu de travail qui était sollicité pour 2 enquêtes en même temps, la mienne, plus un autre chercheur en même temps. Donc, c'était un peu difficile là, rendu au cycle 3. Donc, vous pouvez voir que le taux de réponse a diminué autour de 37 ce qui est quand même très bien pour ce type d'enquête lorsqu'on pense que des enquêtes de type web avec administration de questionnaire, les taux de réponse vont surtout tourner autour de 30-35 Donc, on est devant quelque chose qui est assez solide avec une bonne représentation là, en termes de différence hommes-femmes. C'est les principaux groupes là, qu'on a étudiés dans le cadre de cette étude-là et un âge moyen qui va varier entre 45 et 46 ans. Donc, on est devant quelque chose qui est assez représentatif des milieux de travail. On n'a pas la prétention ici de généraliser, mais disons qu'on a une grande diversité de milieux de travail et de professions également ou de postes de travail impliqués là-dedans. Donc, ça donne une image intéressante un peu de la situation en matière de santé mentale et on va voir un petit peu plus tard là, de conditions de travail. Si on regarde un peu maintenant, c'est quoi la répartition, les prévalences qu'on a obtenues de ces symptômes-là depuis le cycle 1? Ben, vous avez devant vous là, détresse psychologique, dépression, épuisement professionnel. Et là, j'ai ajouté aussi des informations sur la consommation de médicaments psychotropes. Donc, tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques, médicaments pour dormir, etc., mais sous prescription. Là. Donc, provenance d'une prescription médicale, de se donner un peu une idée de ce type de consommation qui est lié là, à la santé mentale. Et vous avez 2 éléments, là, dépression et anxiété. Pour ces 2 éléments-là, dépression, anxiété, vous pouvez voir qu'il y a seulement 2 bâtons, là, cycle 2 et cycle 3, qui sont mesurés. C'est qu'au départ de l'élosmètre, au cycle 1, on avait l'intention de travailler seulement sur les questions de détresse psychologique et d'épuisement professionnel, ce qui nous semblait suffisant pour avancer sur ces questions de santé mentale. Et lorsque la pandémie est arrivée, on était en pleine étude longitudinale, ben on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de voir, compte tenu de la situation pandémique, là, c'est quoi les répercussions ou les impacts que cette pandémie-là pourrait avoir sur des symptômes plus spécifiques comme la dépression, par exemple, et l'anxiété en particulier. Là. Alors, vous pouvez voir qu'en matière de détresse psychologique, là, c'est quand même assez important dans l'échantillon. Là, on a des taux qui vont varier de 37-41 en gros au cycle 2, 39 au cycle 3. Là, quand vous avez des étoiles sur les bâtons, ça veut dire que les différences sont statistiquement significatives. Là. Donc, on peut voir qu'en matière de détresse, là, il y a eu une augmentation de 3 points, là, presque 4 points en matière de détresse. Et cette augmentation-là a été significative là, entre le cycle 1 et le cycle 2. Donc, ça permet de confirmer un peu le résultat d'autres enquêtes qui tentaient à montrer des augmentations de symptômes de santé mentale pendant la pandémie. On va détecter la même chose dans l'élosmètre.
Et à partir du cycle 3, là, on est rendu pratiquement 4 ans plus tard pour certaines entreprises. Et donc, on peut voir que les taux ont regagné les valeurs observées au cycle 1. Donc, on est revenu à peu près à l'état initial, l'effet pandémique s'étant un peu dissipé. Et donc, on retrouve les taux de détresse psychologique auxquels on était habitué au cycle 1. Ben, habitué de façon de parler, on s'entend. On ne va pas nécessairement voir normal la détresse psychologique, là. Matière de dépression, là aussi, une augmentation entre le cycle 2 et le cycle 3, on est à 13 14 de dépression et presque 16 rendu au cycle 3. Là, c'est un effet pandémique un peu particulier parce qu'on a mesuré la détresse, on a commencé au cycle 2, mais on voit là, que l'effet tend à s'accentuer là, au fil du temps avec une élévation des problèmes des symptômes de dépression. Même chose pour les problèmes d'anxiété, on passe de 10 c'est pas une augmentation énorme, là, mais on peut voir quand même que cette augmentation est significative. Épuisement professionnel, ça va peut-être vous faire sourire. Oui, on peut voir une petite diminution pendant la pandémie là, des symptômes d'épuisement professionnel. C'est extrêmement intéressant parce que là, on comprend qu'on est, beaucoup d'entre nous sommes en télétravail. C'est la même chose au sein de l'échantillon. C'est pas tout le monde qui est en télétravail. Il y a une bonne partie, par contre, se retrouve en télétravail. Et là, évidemment, c'est toute la question des déplacements qu'on a pu à faire, des questions de conciliation travail-famille. Il y a toute une dimension qui est attachée à la vie à l'extérieur du milieu de travail qui n'est plus pris en charge au quotidien par la personne parce que ces déplacements ne sont plus là, on est en télétravail. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est une diminution des symptômes d'épuisement professionnel. Et au cycle 3, ben, à peu près comme tout le monde, on commence à revenir au travail, on commence à reprendre possession de nos bureaux, de nos bonnes vieilles habitudes et la prévalence d'épuisement professionnel réatteint celle qu'on avait observée au cycle 1. Donc, une petite accalmie pendant la pandémie, si je peux parler comme ça, et un retour à la normale, entre guillemets, là, sur les symptômes d'épuisement professionnel. On peut voir que c'est quand même important, là. Des chiffres, là, on est autour de 37-40 de détresse psychologique. On est autour de 22, 26 25 d'épuisement professionnel. Donc, c'est des symptômes qui sont très présents là, dans la cohorte qu'on est en train d'étudier, avec environ 20-22 des répondants là, qui vont consommer des médicaments psychotropes, mais pas de variation là, significative pour chacun des cycles de l'enquête qu'on a mesuré. On peut regarder ça également, c'est la variation de ces symptômes-là selon différents hommes-femmes et aussi selon différents groupes d'âge. Alors, on peut voir qu'en matière de détresse, ce qu'on va observer, c'est que premièrement, et ça, c'est pas nouveau, là, il y a probablement d'autres personnes qui sont venues vous en parler, qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes en matière de symptômes de santé mentale. Ce qu'on peut voir ici de façon générale, c'est que les femmes vont avoir tendance à rapporter plus de symptômes que les hommes. Par contre, un élément intéressant là-dedans, c'est que au cours de la période là, du cycle 1 au cycle 2, la détresse chez les hommes est restée stable. Alors que chez les femmes, là, on peut voir que pendant la pandémie, là, il y a vraiment un accroissement assez important. Là, on passe de 38-39 à presque 45 des répondantes femmes qui vont nous rapporter des symptômes de détresse. Et par la suite, au cycle 3, on retourne à une situation même situation que celle qu'on avait observée au cycle 1. Donc, pendant la pandémie, là, les femmes ont eu l'air d'être davantage affectées là, par cette situation-là, avec un accroissement quand même assez important des symptômes. Quand on regarde maintenant les variations en termes d'âge, de façon générale, la tendance qu'on va voir, c'est plus on avance en âge, plus les symptômes de détresse ont tendance à diminuer. Mais vous pouvez voir par contre qu'il y a eu quand même une élévation extrêmement importante des symptômes chez les jeunes, là, les 18-34 ans. Là, on est passé de 39,9 à pratiquement un jeune sur deux qui nous rapportait des symptômes de détresse psychologique pendant la pandémie, là, 50 c'est quand même assez important comme chiffre pour redescendre là, autour de 45 des répondants plus jeunes, 18 à 34 ans. Alors qu'il n'y a pas vraiment de variation des prévalences observées pour les travailleurs de 35-49 ans et les personnes, ce qu'on appelle, nous on aime bien appeler ça nos travailleurs matures, là, nos 50 ans et plus. En matière de dépression, on va observer un peu le même phénomène, donc des différences en matière de genre. Donc, les femmes vont avoir tendance à rapporter davantage de symptômes que les hommes. Par contre, ce qui est
intéressant et préoccupant en même temps. On peut voir que chez les hommes, entre le cycle 2 et le cycle 3, il y a eu une augmentation significative de leurs symptômes de dépression. Actuellement, on se pose des questions pour essayer de savoir qu'est-ce qui a pu générer cette augmentation de symptômes. On n'observe pas la même chose chez les femmes. Donc, petite différence, on peut voir, mais cette différence-là n'est pas statistiquement significative. Évidemment, quand on regarde ensuite la différence selon les différents groupes d'âge, ben, on peut voir encore une fois le même patron, là, à savoir que plus on avance en âge, moins les symptômes de dépression sont moins importants. Mais on peut voir que chez les jeunes, les symptômes, là, c'est très important. On est autour de 22-23 des jeunes qui rapportent des symptômes, avec une augmentation, ça c'est intéressant, une augmentation significative des symptômes ressentis chez les travailleurs d'âge moyen, là. 35-49 ans, là, une augmentation de 14 à 17 de symptômes dépressifs, une augmentation là, qui est significative. Donc, les hommes semblent avoir été un petit peu plus affectés entre le cycle 2 et le cycle 3. Est-ce que c'est la question du retour au travail? Peut-être, peut-être de quitter les situations complètes de télétravail pour regagner le lieu de travail et les routines antérieures qu'on doit remettre en place, les déplacements, etc. Il y a peut-être un petit peu de ça derrière. C'est des choses qu'on est en train de creuser actuellement. Et en particulier chez les personnes d'âge moyen, 35-49 ans, on voit bien que ce groupe-là, c'est le groupe des personnes qui, en général, vont avoir des enfants, vont être pris avec les problèmes de conciliation travail-famille, etc. Et donc, il y a probablement une explication qui se trouve autour de ces éléments de réponse. Même chose en matière d'anxiété, toujours le même patron, un peu plus d'anxiété chez les femmes, un peu moins chez les hommes, des différences selon les différents groupes d'âge. Par contre, on peut voir que là aussi, les hommes semblent être un petit peu plus anxieux, là, rendus au cycle 3. Est-ce que l'anxiété de retourner au travail, de reprendre le travail dans les lieux physiques, dans l'entreprise, etc., est-ce que c'est quelque chose qui semble davantage affecter les hommes? Il y a peut-être un élément de réponse autour de ça, mais c'est quelque chose qu'on détecte là, dans le cadre de cette enquête. Épuisement professionnel, je vais terminer avec ça. Encore une fois, le même patron, davantage chez les femmes, un petit peu moins chez les hommes, des variations observées selon les différents groupes d'âge, donc les plus jeunes ayant tendance à rapporter plus de symptômes et par la suite, ça diminue. Un élément intéressant, par contre, là, vous pouvez voir que la baisse qu'on avait observée là, pour l'épuisement professionnel, ça semble être essentiellement une baisse chez les travailleurs de 35 à 49 ans. C'est à peu près juste là qu'on détecte une différence significative entre le cycle 1 et le cycle 2. On n'observe pas de différence significative pour ce qui est des autres groupes d'âge. Donc, on a baissé significativement chez ce groupe-là. Par contre, on retourne au travail par la suite et peut-être que ça, c'est un synonyme de rendu au cycle 3, davantage de perturbations, ce qui fait qu'on ressent peut-être un petit peu plus de symptômes de dépression et peut-être un petit peu plus de symptômes d'anxiété chez les hommes. Et là, la fameuse question de la physiologie. Alors, souvent, on s'est fait dire, ça fait longtemps que je travaille dans le champ de la santé mentale, on s'est fait longtemps dire, quand on faisait des études à partir de questionnaires, on se faisait longtemps dire, ah, c'est les travailleurs et travailleuses qui se plaignent pour rien. Ils profitent de la situation pour exagérer leur situation dans les questionnaires. Et donc, tout ça, c'est pas vraiment vrai. C'est des faux symptômes. C'est simplement des insatisfactions au travail. On s'est dit, bon, ben, d'accord, on va regarder cette question-là en examinant un peu, lorsqu'on est dans des états de santé mentale perturbés, est-ce que ça s'associe, ces états-là, avec particulièrement des perturbations au niveau physiologique? Alors, ce que vous avez devant vous, on a étudié le comportement d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Ah, peut-être que vous avez déjà entendu parler du cortisol. C'est une hormone réputée comme étant extrêmement réactive au stress. Alors donc, dans des situations de stress, on est exposé à des stress. Le cortisol, on va sécréter plus ou moins de cortisol en fonction des différents moments de la journée auxquels on est exposé à ces stress-là. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est la distribution normale de la sécrétion de cortisol au cours d'une journée. Quand un individu va bien, il n'y a pas trop de problèmes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des échantillons salivaires, donc des échantillons de salive de 401 personnes qui ont accepté de participer à l'étude. Alors, on demandait aux gens de nous donner un échantillon le matin, tout de suite en se réveillant. On sentait que c'était un protocole un peu exigeant, là. Tout de suite en se réveillant, nous donner un échantillon de salive. Ensuite, 30 minutes après leur réveil, un autre échantillon à 2 heures l'après-midi,
un autre à 4 heures et un autre avant d'aller se coucher. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est la sécrétion normale qui correspond un peu à votre rythme circadien. Alors, on se réveille et qu'est-ce que le corps dit? Une élévation des concentrations de cortisol. Pourquoi? Ça, c'est le signal, c'est le temps de se lever. Voilà, la journée va être merveilleuse. Tu t'en vas au travail, ça va être motivant, tu vas avoir beaucoup de plaisir, la journée va être extrêmement intéressante. Alors, debout, bon, augmentation de la concentration de cortisol pour nous faire démarrer la journée. Et par la suite, au cours de la journée, vous allez voir là, que les concentrations vont avoir tendance à diminuer pour prendre les valeurs les plus faibles lorsqu'on s'en va se coucher. Ça, c'est bien intéressant. Qu'est-ce qui se passe, par contre, lorsqu'on a des symptômes, qu'on ressent des symptômes de santé mentale? Alors, vous voyez là, vous avez toujours votre belle courbe qui est, vous voyez probablement ma flèche bouger là. Notre courbe ici normale, elle est là. Et qu'est-ce que vous pouvez voir pour les autres courbes? On a des gens là qui ont des symptômes de détresse, des symptômes de dépression, des symptômes d'épuisement professionnel. Alors, clairement, là, les courbes ne sont pas les mêmes, là. Première chose qu'on peut remarquer de façon générale, l'élévation des concentrations de cortisol, hein? On aime bien dire ici le kick ou le petit coup qui nous permet de démarrer la journée, là. Les gens qui ne vont pas bien au niveau de la santé mentale ont pas ce phénomène, voient pas ce phénomène-là se réaliser. Donc, il n'y a pas cette élévation de cortisol, il n'y a pas cet élément qui te dit, allez debout, on commence la journée va être extraordinaire aujourd'hui. On ne ressent pas ça. Et par la suite, au cours de la journée, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les concentrations sécrétées par ces personnes-là sont beaucoup plus basses que les sécrétions normales, attendues chez les gens qui n'auraient pas de symptômes. Alors donc, on peut voir que ce n'est pas simplement des gens qui sont insatisfaits de leur travail. C'est des gens qui, en fonction de leur état de santé mentale, vont ressentir également des perturbations au niveau physiologique. On a également fait des études, pas nous, mais d'autres chercheurs, sur, par exemple, la charge allostatique. On a examiné des questions d'alpha-aminase, d'adrénaline et tout ça, et on a évidemment vu des corrélations entre les symptômes ressentis et des perturbations au niveau physiologique. Donc, les gens, quand ils se plaignent dans des questionnaires, ils se plaignent parce que ça va vraiment pas bien. Et bien sûr, on pourrait dire, ben, arrêtons d'utiliser des questionnaires, puis concentrons-nous sur des mesures physiologiques. On va avoir la vraie réponse. Et compte tenu de la corrélation qu'on observe devant nous, on peut s'entendre que si on veut intervenir puis faire de l'évaluation en milieu de travail, ça va être beaucoup plus simple de travailler avec des questionnaires que de travailler avec des mesures physiologiques, puis demander aux gens de nous donner des échantillons de salive, voire des échantillons de cheveux, parce que là, on peut mesurer le cortisol dans les cheveux, ou autre façon de le mesurer. Alors donc, ce que cette diapo-là nous dit, c'est qu'il y a une corrélation entre les mesures qu'on prend par questionnaire et les perturbations que les individus ressentent au niveau de leur physiologie. Et ce que ça nous permet de valider, c'est la pertinence de nos outils par questionnaire pour évaluer les problèmes de santé mentale. Donc, ça correspond pas seulement à une insatisfaction, mais vraiment des perturbations ressenties par les individus. Donc, pour nous, ça, c'était un résultat qui était extrêmement fort et qui nous permet d'avancer par la suite pour convaincre les employeurs que vous voyez, là, les outils qu'on utilise, là, c'est des outils qui sont performants et qui permettent de détecter vraiment des situations problématiques chez les personnes. Ah, le temps passe vite, hein? Alors maintenant, comment expliquer ces variations de symptômes de santé mentale en milieu de travail? Euh, bon, alors, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, là. Une des hypothèses qu'on voit le plus fréquemment, qu'on rencontre la plus fréquente lorsqu'on parle de santé mentale, pas seulement en milieu de travail, mais de façon générale, c'est l'hypothèse générale du stress, hein. L'hypothèse générale du stress, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire que dans nos environnements de vie, social, familial, avec les amis, communautaires, on va être exposé à des stresseurs. Et ces stresseurs-là vont générer du stress. Et le stress généré, c'est du stress, c'est des perturbations que l'individu va percevoir ou va ressentir au niveau physiologique. Modification dans sa sécrétion de cortisol, modification dans ses concentrations d'alpha-amylase, modification dans sa charge allostatique. Donc, il y a quelque chose là qui a un effet sur la biologie de la personne. Et ces perturbations-là, au niveau de la biologie, vont entraîner des conséquences en matière de santé puis de mieux-être de façon plus générale.
des conséquences en termes de santé mentale, des conséquences en termes de santé physique, mais aussi en termes comportementaux. Là, on parle de santé mentale ce matin, là, mais on sait très bien que l'exposition au stresseur génère du stress. C'est associé également en termes de conséquences à des problèmes cardiovasculaires, des problèmes digestifs, toutes sortes d'autres problèmes de santé physique, également des problèmes comportementaux, problèmes d'abus d'alcool, alimentaires, etc. Donc, c'est un modèle qui tient la route, qui est extrêmement intéressant. Et en même temps, ce que cette hypothèse va nous dire, c'est qu'on va réagir de façon différentielle à ces stresseurs en fonction de ce qu'on est comme individu. Ce qu'on est comme individu va relever de la personnalité, va relever de nos différents facteurs démographiques. On est un homme, une femme, on est plus jeune, plus âgé. Donc, il y a un ensemble de conditions qui relèvent de la personne, qui va agir comme modérateur dans la façon dont les stresseurs vont générer du stress. Et le stress, par la suite, va se transcrire en termes de problèmes de santé mentale, physique ou comportementaux. Ce qui fait que par la suite, quand on regarde un peu comment tout ça s'est intégré dans la littérature en santé mentale au travail, ben, ça a généré des modèles de stress au travail que vous connaissez très bien, hein, les modèles de Karasek, entre autres, modèle demande-contrôle soutien, là, l'extension du modèle, pardon, demande-contrôle dans lequel on a intégré la dimension relative au soutien social en milieu de travail. On a eu par la suite le développement du modèle effort-récompense de Sigris. Donc, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les efforts qu'on met au travail et les récompenses qu'on en tire, ça crée une situation de tension. Et évidemment, cette situation de tension génère du stress. Le stress, par la suite, a des conséquences sur la santé. Et actuellement, je dirais, un des modèles les plus dominants, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Tout le monde se réfère à ce modèle demande ressources, le modèle d'Emirati Baker et Nenshrim, qui est actuellement le modèle le plus dominant, je dirais. Et on voit de moins en moins d'études qui vont utiliser maintenant les modèles de demande-contrôle soutien pour se concentrer sur l'utilisation de ce modèle demande ressources, en particulier sur les questions sur les questions de burn-out, d'épuisement professionnel. Par contre, si on reste dans cette hypothèse générale du stress, ben là, on peut voir que quel que soit le modèle de stress au travail, demande contrôle, demande ressources, déséquilibre, effort, récompense, là, c'est clair que ces modèles vont surdéterminer le rôle du travail. Ces modèles-là, ce sont des modèles qui focusent exclusivement sur la façon dont le travail va générer du stress et influence la santé. On ne tient pas compte des autres environnements dans lesquels la personne évolue au quotidien. Ce qui C'est un premier élément de critique. Deuxième élément de critique, la plupart de ces modèles vont postuler des interactions, là, des interactions entre les demandes et les ressources, des interactions entre demande, l'attitude décisionnelle, demande, contrôle, soutien social. Peu d'études empiriques vont arriver à supporter ces prétentions en matière d'interaction, à l'exception peut-être du modèle effort-récompense. Alors donc, il y a un ensemble de limites qui relèvent de ces modèles qui surdéterminent le travail. Et ce qui nous a amené, nous, à l'Université de Montréal, à une approche beaucoup plus large pour tenter de comprendre c'est quoi les différents facteurs qui amènent les gens à ressentir des symptômes de santé mentale. Alors, ça ressemble un peu à ceci. Alors, on peut voir qu'on est devant quelque chose qui est un petit peu plus complexe et quelque chose qui cherche à prendre en considération non seulement le travail, mais également les autres éléments qui sont source de stress pour la personne dans sa vie au quotidien. Alors, qu'est-ce que ce modèle va dire essentiellement? Il va dire essentiellement que comme personne, comme individu au quotidien, on est exposé à trois grandes dimensions. Les structures du quotidien, donc tout ce qui relève de notre milieu de travail, la famille, notre communauté, notre réseau social, la société nationale, évidemment, dans laquelle on évolue, hein, qui est caractérisée par un ensemble de conditions, de politiques de nature économique, des différences au plan culturel. Donc, il y a un ensemble de situations qui relèvent de la société nationale et aussi
de ce qu'on est comme personne, ce qu'on a appelé, nous, dans ce modèle-là, la personnalité de l'agent, et qui va mettre en évidence des éléments qui relèvent de la démographie, de la psychologie, des habitudes de vie, etc. Alors, tous ces éléments que vous avez devant vous, structure du quotidien, société nationale, personnalité de l'agent, ce sont des éléments qui opèrent simultanément. Et c'est pour ça là, qu'il y a des flèches partout entre les différentes boîtes, opèrent simultanément au quotidien pour générer un ensemble de contraintes et de ressources pour les personnes. Et vous pouvez voir ici là, qu'on met contraintes-ressources. On met ça ensemble. On ne fait pas une séparation claire entre les deux. Pourquoi? Parce que pour une certaine personne, ce qui est une contrainte, pour une autre personne, peut devenir une ressource. On donne souvent l'exemple de donner davantage d'autorité décisionnelle au travail. Donc, d'amener les gens à prendre davantage de décisions par rapport à leurs tâches. Pour certaines personnes, c'est extraordinaire, ça devient une ressource extrêmement importante, davantage de motivation au travail, etc. Pour d'autres, en fonction de leurs conditions, ça peut devenir une source de stress extrêmement importante parce que la personne ne se sent pas, pour un ensemble de raisons, habilitée, ça ne l'intéresse pas de prendre des décisions, elle veut que ce soit quelqu'un d'autre, et donc ce qu'on pensait qui était une ressource de façon générale devient plutôt une contrainte pour une personne. Donc, on fonctionne avec ce concept de contrainte-ressource qui peut être variable d'une personne à l'autre. Vous voyez, c'est un peu différent du modèle de Demerotti qui énumère clairement, il y a des ressources et il y a des demandes. Un point, c'est tout. Et les gens vont vivre, tout le monde va vivre de la même façon les demandes et va ressentir de la même façon les ressources. Alors, dans ce modèle ici, c'est un petit peu plus nuancé. Et évidemment, ces contraintes ressources vont avoir pour effet d'entraîner du stress chez la personne, donc des perturbations au niveau de la physiologie. Et par la suite, évidemment, là, on s'intéresse davantage aux questions de santé mentale, va avoir un effet plus particulier pour expliquer les problèmes de santé mentale chez les personnes au travail. On peut voir qu'on est un peu, on a élargi beaucoup la perspective, là, comparativement au modèle de stress au travail. On essaie de comprendre la production des problèmes de santé mentale dans un cadre plus général. Ce qu'on a fait pour essayer d'alimenter ça dans un premier temps, on a fait un tour de la littérature pour essayer de documenter chacune des boîtes que vous avez, bien, pas toutes les boîtes que vous avez devant le modèle, mais plusieurs d'entre elles. Alors, qu'est-ce que va nous dire la littérature quand on part avec une approche comme ça sur les facteurs du travail? Bon, première chose, là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveautés pour vous là, dans cette section-ci, mais peut-être. Là. Donc, premier élément qu'on peut examiner, c'est tout ce qui relève de la conception des tâches. Hein. L'utilisation des compétences qu'on va faire de la personne au travail et le niveau d'autorité décisionnelle qu'on va lui conférer. Donc, dans la plupart des études, ce qu'on va observer comme phénomène, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est un élément qui permet de réduire les symptômes de santé mentale. Vous allez voir tantôt du rouge. Quand le rouge apparaît, ça devient un facteur de risque, donc ça amène une élévation des symptômes ressentis. Donc, en matière de conception des tâches, deux éléments importants. En termes de demande, ça, la littérature a l'air est assez claire. Demande physique, les demandes psychologiques, en termes de charge, de rythme, de demandes conflictuelles, les demandes émotionnelles au travail, les demandes contractuelles, des heures travaillées trop élevées, des horaires irréguliers de travail. Tout ça, là, clairement, là, ce sont des facteurs de risque importants pour la santé mentale. Question de relations sociales au travail, donc soutien des collègues, soutien de la supervision, des éléments importants pour favoriser la santé mentale. Par contre, être exposé à de la supervision abusive, toutes les questions de violence et harcèlement en milieu de travail, eh bien, ça, c'est pas surprenant là, que ça va perturber les individus, les personnes au niveau de leur santé mentale. Tout ce qui relève des gratifications, donc des récompenses au travail, l'élément le plus problématique chez la personne, c'est bien sûr de la garder en situation d'insécurité d'emploi. Hein, et de garder ce stress-là présent chez la personne, pas très bon pour les questions de santé mentale, mais tout ce qui est pratique de reconnaissance, promotion, salariale, les questions de motivation, de prestige, de justice organisationnelle, et lorsque ça c'est développé et présent dans l'organisation, ça va avoir des effets positifs pour améliorer les symptômes de santé mentale.
Évidemment, on pose toujours la question maintenant, oui, mais là, avec le télétravail, qu'est-ce qu'il en est de cette situation? Alors, quand on regarde un peu ce qu'on a examiné, nous, à partir des données du cycle 2 de l'ELOSMET, là, nos 3 497 employés, certains sont en télétravail, d'autres continuent à travailler, se déplacent pour aller au travail pendant la pandémie. Ben, quand on compare les deux groupes, qu'est-ce qu'on observe? On observe des symptômes de dépression plus faibles chez les personnes qui sont en télétravail, ainsi que des symptômes d'épuisement professionnel. Donc, le télétravail semble avoir un impact positif sur les symptômes de santé mentale, mais il faut creuser là, si cet effet-là se maintient à travers le temps, si on continue à absorber le même effet pour le cycle 4 et le cycle 5, j'en doute. J'ai l'impression qu'on s'habitue et que les bons vieux réflexes vont revenir par la suite. On se pose également toujours la question à savoir, oui, mais tout ça, c'est simplement une question de secteur économique, industriel et de profession que la personne occupe et tout ça. Ce qu'on a pu observer, nous, dans des études qu'on a faites au Québec et au Canada, c'est que le secteur économique, industriel et la profession en soi, c'est pas très important pour expliquer les problèmes de détresse psychologique. Ça explique à peu près 1 à 3 des problèmes de détresse. Donc, c'est beaucoup plus dans la façon dont les conditions de travail sont développées dans les organisations. C'est vraiment ça qui va faire une différence. J'aime toujours prendre l'exemple prenez deux soudeurs. Vous avez un soudeur qui est dans une grande entreprise avec un mois de vacances, des avantages sociaux, des horaires stables. Vous avez le même soudeur qui fait le même métier, mais dans une petite entreprise qui n'est pas capable d'offrir les mêmes conditions salariales, les mêmes avantages sociaux, avec plus de stress, etc. On s'entend qu'on est dans deux milieux de travail extrêmement différents. C'est le même métier. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le métier, c'est vraiment les conditions dans lesquelles le métier est exercé. Alors, si on continue encore avec cette approche un peu plus large de la santé mentale, donc on peut voir qu'il y a des facteurs hors travail qui sont importants également là. Si on regarde juste en termes de situation familiale, alors là, on peut voir, j'aime bien prendre cette expression, là, la prairie verdoyante de la famille avec l'état matrimonial, le statut parental, le statut économique, c'est tapissé de vert, formidable. Alors donc, d'être en couple, peu importe la nature du couple, ça semble être quelque chose qui est favorable à la santé mentale. De très jeunes enfants, des enfants âgés de moins de 5 ans, habituellement, c'est une source de valorisation pour les personnes, une source de grande joie d'avoir des très jeunes enfants et évidemment avoir un revenu décent. Donc, comme on dit quelquefois, vaut mieux être riche en santé et que pauvre et malade. Alors oui, avoir une bonne rémunération, un bon statut socio-économique de la famille, c'est quelque chose de favorable. Par contre, la situation se dégrade évidemment en matière de famille lorsque les tensions apparaissent. Tension parentale, vos enfants commencent à avoir des difficultés de comportement, des problèmes de santé, des problèmes de consommation, difficultés à l'école. Donc, évidemment, ça devient un stresseur et donc, ça va avoir tendance à vous affecter. Même chose dans les relations avec votre conjointe. Il y a des tensions maritales qui commencent, pour un ensemble de raisons, à se développer. Donc, évidemment, ça va avoir des effets et toutes les questions de conciliation travail-famille, donc de conflit travail-famille, débordement de la situation de travail sur la vie familiale, clairement, ça va avoir un effet, une incidence importante pour la santé mentale. Réseau social, ben, où on est grégaire, hein, alors donc on aime bien être en groupe, avoir des relations aussi à l'extérieur du milieu de travail. Donc, il faut voir que là aussi, il y a des éléments importants pour la santé mentale. Le soutien qu'on est en mesure d'obtenir de notre réseau social à l'extérieur du milieu de travail, la taille de notre réseau, la façon dont on est intégré dans notre réseau social, ben, des éléments importants là, pour favoriser de bons états de santé mentale. Question de démographie également. Si on continue toujours avec ce même modèle, et là, ce n'est pas surprenant, là, je vous en ai parlé tantôt là, des différences entre les hommes et les femmes en matière de genre, d'âge, mais aussi de niveau de scolarité. Donc, plus la scolarité s'élève ou le niveau d'éducation s'élève, moins les symptômes vont avoir tendance à se développer. Par contre, des éléments reliés à la santé de la personne, les gens qui ont des problèmes de santé chroniques, les gens qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale antérieure, des gens qui ont déjà fait des dépressions, par exemple, bien évidemment, demeurent plus sensibles pour faire l'expérience par la suite d'autres problèmes de santé mentale.
Il y a des éléments également qui font le bonheur des psychologues et du travail en thérapie. Donc, il y a toute une question relative aux traits de personnalité qui vont avoir une influence sur la façon dont on réagit aux atteintes à la santé mentale. Donc, personnalité de type A, résistante, des gens qui ont des affects négatifs, bonne estime de soi, santé interne de contrôle. Je ne passerai pas tout ça dans le détail, là, mais pour vous dire de la façon dont on est comme personne, nos traits de personnalité vont également avoir un effet sur notre ressenti, sur notre potentiel de ressenti en matière de santé mentale. Évidemment, lorsqu'on est exposé à des stresseurs, lorsqu'on est stressé, on va avoir tendance à développer différentes stratégies d'ajustement pour faire preuve à ces stresseurs-là, donc des stratégies individuelles. Il y a des stratégies qui ne sont pas très performantes, là, qui vont plutôt avoir pour effet d'aggraver les symptômes ressentis, éviter le problème, chercher la confrontation, porter le blâme sur soi. Par contre, de saines habitudes de vie vont plutôt avoir tendance à agir comme un facteur de protection. Même chose pour l'activité physique, consommation de tabac, ça ne semble pas être tout à fait bénéfique pour la santé mentale. Et vous voyez, pour la consommation d'alcool, j'ai mis un U avec un point d'interrogation. Alors ça, c'est fort intéressant. On se demande, eh bien, donc pourquoi? Alors, antérieurement, ce que les études avaient tendance à montrer, c'est une relation en U entre la consommation d'alcool et les problèmes de santé mentale. Donc, les gens qui ne consommaient pas du tout avaient tendance à rapporter davantage de symptômes. Des gens qui avaient des consommations trop élevées avaient tendance à rapporter davantage de symptômes et les gens qui se situaient dans ce qu'on appelle la consommation modérée, donc 2 verres chez les femmes, 3 verres chez les hommes, donc consommation modérée. Ici, je sais que ça, ces normes-là, ça varie. Là. En Angleterre, c'est autre chose, etc. Mais pour nous, chez nous, au Québec, 2 pour les femmes, 3 pour les hommes. C'était associé à une situation plutôt bénéfique pour la santé mentale. Sauf que récemment, il y a eu une étude qui a été menée au Canada qui tenterait à montrer que cette relation en U est peut-être plus ou moins évidente. Alors, c'est la raison du point d'interrogation. Mais la consommation modérée d'alcool, c'est associé à davantage de sociabilité. Ça permet de réduire un peu le stress ressenti quand on demeure dans des consommations modérées. Et donc, on trouvait antérieurement des effets bénéfiques là, pour la santé mentale. Et je vais terminer là-dessus pour les différents facteurs de risque de protection. Les événements stressants de vie. Bien sûr que si vous avez récemment vécu un divorce de mortalité dans votre famille, vous allez amener ça au travail, ça va vous affecter, ça va avoir un impact sur votre santé mentale, mais également votre enfance, le passé que vous avez vécu dans votre enfance. Est-ce qu'il y a eu de l'abus? Est-ce que vous avez été confronté à des parents qui avaient des problèmes de consommation de substances, etc.? Tout ça, ça va vous avoir fragilisé et ça va vous rendre plus susceptible avec le temps, et nos études ont démontré ça également, là, ça va vous rendre plus sensible à développer par la suite, à ressentir des symptômes de santé mentale dans l'âge adulte. Alors, on peut voir que si on fait le tour de la littérature, puis on regarde ça avec l'approche plus générale de la santé mentale, on peut voir qu'il y a vraiment plusieurs choses là, qui s'associent aux symptômes ressentis par les personnes au travail. Là. Tout ce que je vous ai présenté comme résultats, ce sont des résultats d'études menées sur des populations au travail. On ne parle pas de population générale et tout ça, ce sont des études qui rapportent des résultats sur des gens qui sont au travail. Là, maintenant, j'aimerais un peu attirer votre attention justement sur l'importance de cette approche élargie. Pourquoi il faut continuer à aller dans cette direction-là? Donc, à partir d'une étude qu'on a fait, qu'on a publiée en 2015. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous? Alors, détresse psychologique, bien sûr. Première colonne, facteurs, on retrouve là les indicateurs qu'on vient de discuter ensemble, là. Conception des tâches, demande, relations sociales, gratification. Alors, vous avez une colonne ensuite, ajustement avec du vert et du rouge. Avant ajustement. Donc, en vert, ça permet de réduire les symptômes. En rouge, ça augmente les symptômes de détresse. Donc, avant ajustement, c'est quels sont les facteurs du travail qui ressortent comme étant importants quand on ne tient pas compte des autres situations de vie. Donc, on ne tient pas compte de ce qui se passe à l'extérieur du milieu de travail, de la situation familiale, du réseau social, on ne tient pas compte des conditions personnelles de l'individu, on focus seulement sur le travail.
Alors, on peut voir qu'il y a une liste quand même assez importante de facteurs du travail qui va ressortir avant ajustement, autant dans la conception des tâches, des demandes, des relations sociales que des gratifications. L'autre colonne à côté, qu'est-ce qu'on a? On a après ajustement. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite lorsqu'on tient compte des autres facteurs qui stressent également la personne? Donc, sa situation à l'extérieur du milieu de travail, situation familiale, réseau social, ainsi que ses conditions personnelles, âge, sexe, habitudes de vie, etc. On prend ça en considération. Donc, ça, c'est la colonne après ajustement. Alors, vous pouvez voir qu'il se passe quand même des choses importantes, là. Lorsqu'on tient compte des autres facteurs de stress, ben, la façon dont le travail va influencer la santé mentale, le résultat, c'est que oui, le travail continue à influencer les problèmes de détresse, mais il y a un éclaircissement qui se fait des facteurs importants là. Ce qui va rester comme important dans ce modèle-ci, demande physique, supervision abusive, insécurité d'emploi. Tout ce qui était les autres éléments qui semblaient ressortir avant qu'on prenne en compte les autres facteurs de la vie de la personne. Puis, écoutez, quand on rentre au travail, là, on ne ferme pas la porte, là. Ce qu'on vit à l'extérieur, là, on l'amène aussi avec nous au travail. Alors, ça démontre que ça a de l'incidence, de l'importance sur la façon dont on va tenter d'examiner c'est quoi les facteurs importants dans le milieu de travail. Alors, juste en matière de détresse, si je regarde le tableau que j'ai devant moi, puis je veux intervenir, avant ajustement, là, j'ai vraiment beaucoup d'éléments que je devrais prendre en considération. Mais quand j'ai une approche plus large, ça me permet de cibler davantage ce qui semble faire plus particulièrement problème là, chez les personnes avec lesquelles je travaille, là. Ça, c'est le premier message. On observe la même chose en matière de dépression, hein, avec les symptômes dépressifs. Avant ajustement, là, on a une foule de facteurs qui vont contribuer aux problèmes de dépression, les compétences, les demandes psychologiques, relations sociales, tout est présent, gratification, les reconnaissances, insécurité d'emploi. Quand on tient compte des autres sources de stress des individus, encore une fois, il y a un ménage qui se fait dans ce qui est important dans le milieu de travail. Hein, ici, dans ces résultats-là, ce qui demeure comme étant important, ben, c'est l'utilisation des compétences, les demandes physiques et psychologiques et la supervision abusive. Donc, on commence à cibler là, davantage ce qui est plus spécifiquement souffrant pour les employés en matière de dépression et ce qui est lié au milieu de travail. Dernière chose, en matière d'épuisement professionnel, on va observer un peu la même affaire, mais le phénomène est beaucoup moins important. Ah, on peut bien se poser la question, mais pourquoi? Quand on examine plus particulièrement l'épuisement professionnel, le burn-out, lorsqu'on évalue l'épuisement professionnel, c'est des symptômes qu'on évalue par rapport à la situation de travail. Donc, les questions sont posées par rapport à l'expérience au travail, le ressenti par rapport au travail. Alors que la détresse et la dépression, ce sont des symptômes généraux. Ce n'est pas spécifiquement lié à aux conditions de travail ou à la situation de travail. Alors là, ce qui est intéressant, quand on décide de focaliser sur l'épuisement professionnel, ben, il y a un petit peu de ménage qui va se faire, là, mais en gros, ce que les gens vivent à l'extérieur, ce qu'ils sont comme personnes, semble avoir beaucoup moins d'impact. Le travail a vraiment l'air d'avoir davantage d'importance lorsqu'on se positionne sur des questions d'épuisement professionnel. Ici, utilisation des compétences, demande psychologique. On voit encore la supervision abusive qui revient, comportement agressif au travail et ainsi et insécurité d'emploi. Alors donc, le message ici, il est quand même assez clair, là. Euh, Lorsqu'on travaille avec une vision, une approche élargie en matière de santé mentale, ça nous permet d'avoir une meilleure idée de quels sont les différents facteurs dans le travail qui sont souffrants chez les personnes. Souffrants, mais qui peuvent aussi également agir comme facteurs de protection, là. Il y a du vert puis il y a du rouge, là. Donc, il y a des éléments positifs puis il y a des éléments négatifs. Et même en matière d'épuisement professionnel, ça a quand même un petit peu d'importance, un peu moins que pour les questions de dépression et de détresse psychologique, mais ça nous permet d'avoir un meilleur regard sur ce qui fait problème en particulier dans les conditions de travail, dans le milieu de travail avec lequel qu'on est en train d'évaluer ou sur lequel on veut intervenir. Donc, le message ici est quand même assez fort c'est important lorsqu'on étudie la santé mentale
de prendre aussi en considérant pas seulement ce que les individus vivent au travail, mais d'évaluer aussi les situations à l'extérieur du milieu de travail pour être en mesure de mieux cibler ce qui fait spécifiquement problème dans le milieu de travail. Ce qu'on veut par la suite, c'est développer les meilleures interventions du monde, hein? On veut développer les meilleures interventions qui vont avoir le plus d'effets possible. Mais si on va avoir le plus d'effets possible, il faut travailler sur les bons facteurs. Et pour travailler sur les bons facteurs, on peut le voir ici, il va peut-être falloir développer une approche un petit peu plus large pour bien identifier la source même qui est dans le travail. Et je vais arriver à la fin et l'intervention maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intervention? Alors, ça fait plusieurs années à l'Université de Montréal avec mon équipe, avec l'Observatoire et tout ça, qu'on travaille sur une approche en matière de quelles sont les pratiques de gestion qui sont les plus efficaces pour avoir de l'influence sur les questions de santé mentale en milieu de travail. Là, on est vraiment plus au niveau organisationnel. Par exemple, il y a des pratiques qui relèvent davantage de la situation plus générale ou du contexte macro d'entreprise. Donc, les pratiques en matière de communication, en matière d'expression, régulation des risques, on fait des sondages, des trucs comme ça. Ensuite, des pratiques qui vont concerner plus spécifiquement les conditions de travail, donc que nous, on appelle le niveau méso. Donc, tout ce qui va relever de la conception des tâches, participation directe des employés aux décisions, augmentation de l'autonomie dans les tâches, etc., etc. Des pratiques qui vont porter sur les demandes du travail, contrôle de la charge de travail, par exemple, relations sociales, développement du travail d'équipe, gratification, un exemple, les possibilités de promotion dans l'organisation. Et une dimension qui est plus individuelle, qui va davantage concerner l'individu lui-même. Par exemple, on développe des pratiques pour donner de l'information, par exemple, sur les questions de nutrition, encouragement à l'activité physique, santé générale, ce qui est bien populaire dans les organisations, la gestion du stress, implanter des séances de yoga, on fait méditer les gens, on les masque, on fait toutes sortes de choses comme ça pour tenter de soulager leurs symptômes. On ne travaille pas sur les causes, on travaille plus sur le soulagement des symptômes et évidemment tout ce qui relève de la conciliation, travail-famille, implantation d'horaires flexibles. À l'époque, on étudiait le télétravail, mais le télétravail, c'était une récompense, hein? Aujourd'hui, le télétravail, on ne peut plus voir ça comme étant une récompense. Ça fait partie de l'organisation même du travail pour plusieurs des métiers et tâches. Quel est l'effet de ces pratiques de gestion-là sur les taux de réclamation pour problèmes de santé mentale? Alors, c'est la même chose chez vous. Lorsque les employés s'absentent, bien, évidemment, certains d'entre eux vont s'en aller en assurance collective. Donc, il y a un débours qui est fait par l'entreprise pour compenser pour cette absence-là. Donc, on a eu la chance, nous, de travailler avec une compagnie d'assurance et d'avoir accès aux dossiers de réclamation et de mettre en relation ces dossiers de réclamation dans l'entreprise avec les différentes pratiques de gestion en matière de santé mieux-être. Alors, vous pouvez voir que si on regarde les questions de communication, mesures de contrôle, on n'a pas trouvé de relation particulière avec les taux de réclamation. Par contre, avec les pratiques qui portent plus particulièrement sur les conditions de travail, conception des tâches, donc encouragement à la participation directe des employés à la décision. Alors, 6,8. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce 6,8-là? Alors, les entreprises qui implantent ce type de pratique-là ont pratiquement 7 fois plus de chances d'avoir moins de réclamations de problèmes pour des problèmes de santé mentale dans leur organisation. 7 fois. On a recommencé ces analyses-là, je ne sais pas combien de fois pour être sûr que le chiffre était bon. C'est rare qu'on trouve des chiffres de cette ampleur-là en sciences sociales. 7 fois plus de chances d'être efficace, donc d'avoir moins de réclamations. Contrôle des demandes, à peu près 2 fois plus de chances d'être une entreprise efficace, donc moins de réclamations. Développement pratique qui touche les gratifications, les récompenses, presque 3 fois plus de chances d'avoir moins de réclamations. Alors, on peut voir là, on a potentiellement une clé forte ici là, pour faire réduire l'absentéisme pour des problèmes de santé mentale. Pas l'absentéisme en général, là, mais pour des problèmes de santé mentale. Activité physique,
Donc, promotion de l'activité physique, encouragement à l'activité physique, 2,2, donc 2 fois plus de chances d'être efficace, moins de réclamations, et pratique de conciliation travail-famille, équilibre travail-famille, 3 fois plus de chances. Fait que donc, quand on implante des pratiques et qu'on cible bien nos pratiques, on peut avoir un effet important sur notre bilan en matière d'absentéisme pour problèmes de santé mentale. On a regardé ça maintenant dans les données de l'Elosmet de façon plus générale. Là, on n'était pas capable de faire la différence pour des problèmes de santé mentale, mais si on regarde le taux d'absentéisme en général des employés qui participent actuellement à l'enquête, ben, les différentes pratiques de gestion, on a trouvé qu'on pouvait obtenir des réductions de 4 jusqu'à 13% du taux d'absentéisme en fonction soit de stratégies de communication, conception des tâches, de relations sociales, de conciliation travail-famille. C'est quand même assez important, là. Et seulement sur la conception des tâches. Encore une fois, l'implication, la participation des employés à la décision et dans les décisions concernant leur travail, le nombre moyen de jours perdus pour chaque absence. 10, presque 11 jours de moins perdus pour chaque absence, en moyenne. On peut dire qu'on est devant quelque chose qui est extrêmement puissant, là. La participation, développer un ensemble de mécanismes qui va permettre aux employés de s'impliquer davantage dans la décision dans l'entreprise. Évidemment, quand on développe aussi des pratiques de gestion, ben là, on ne va pas nécessairement juste cibler un aspect en particulier. On va peut-être tenter d'intégrer un bouquet là, de pratiques de gestion. Et donc, on a fait une représentation de ce que pourrait être cette intégration. Alors, vous avez de façon générale le macro qui se développe là, en termes de communication et de pratiques d'expression, régulation, mais il y a un croisement possible qu'on peut faire entre les pratiques de niveau micro et les pratiques de niveau méso. Alors, quand on croise ces deux axes-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4 scénarios potentiels. Premier scénario qui est ce qu'on appelle le laisser-faire. Donc, l'entreprise développe pas rien de particulier, à la fois pour la dimension micro, l'individu, ou la dimension méso, les conditions de travail. Ensuite, vous avez les intégrations partielles. Soit que je vais mettre davantage d'emphase sur les conditions de travail, puis je ne développerai pas particulièrement le volet individu, ou au contraire, je vais développer le volet individu, je vais mettre beaucoup d'accent sur des pratiques de niveau micro, mais pas beaucoup sur mes conditions de travail. Et vous avez ensuite l'approche intégrée, hein, qui va tenter de balancer, d'équilibrer l'investissement en matière de pratiques, donc développer des pratiques qui vont toucher à la fois les conditions de travail et à la fois les situations plus personnelles. Oh, pardon. Et qu'est-ce qu'on obtient en termes de résultats? Quand on regarde l'intégration de ces pratiques-là, ben ce que vous avez devant vous, c'est assez clair. Alors, que ce soit laissé faire ou partiellement intégré, on n'aura pas d'impact particulier sur la réduction de nos taux d'absentéisme pour problèmes de santé mentale. Par contre, dans l'approche intégrée, donc une approche qui développe à la fois la dimension méso, les conditions de travail, et micro, les aspects qui touchent à l'individu, ben là, on a presque 2 à 3 fois plus de chances pour ces entreprises-là qui développent l'approche intégrée d'avoir un bilan favorable en matière de réclamation pour problèmes de santé mentale. Donc, moins de réclamations pour problèmes de santé mentale. Moins de réclamations veut donc dire moins de personnes qui s'absentent, mais veut donc dire potentiellement davantage d'économies pour l'organisation en matière de taux d'absentéisme. Alors, si on regarde ce volet intervention, c'est clair que ça vaut la peine d'investir. C'est clair qu'on peut développer des pratiques et implanter des pratiques, pas n'importe quelle pratique. Il faut s'organiser. Il y a des pratiques qui vont avoir davantage d'impact que d'autres pour améliorer la situation en matière de santé mentale au travail, mais que l'ensemble de ces pratiques qu'on vient de discuter ensemble, ce sont des pratiques qui sont à la portée de la très grande majorité des entreprises. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus.